Qui a lu Guerre et paix, s'il a été soldat et s'il est allé au feu, ne peut pas ne pas se souvenir des réflexions qui hantent le prince-officier Bolkonski au Conseil des généraux russes. Le bon capitaine, songe-t-il, n'a pas besoin d'être un génie. Il doit être borné, se tenir en dehors de toute affection, n'avoir aucune pitié, ne jamais réfléchir ni se demander jamais où est le juste et l'injuste. Alors seulement il sera parfait. On l'entend bien. Tolstoï ne pensait pas ici à l'officier subalterne, à l'humble exécutant qui paie de sa personne au feu. Preuve en est qu'il ajoute aussitôt « C'est dans le rang et là seulement qu'on peut servir avec la conviction d'être utile. » Napoléon, César ont été de bons capitaines. Tolstoï, pour avoir servi dans les rangs de l'armée du Caucase, et pour s'y être battu, savait que la pitié, la réflexion, le souci du juste et de l'injuste peuvent contribuer au succès des batailles. Parce que la confiance du soldat est à ce prix, et que, faute de cette confiance sous le feu, il aura vite tendance à crier ce « Nous sommes perdus » qui provoque les débandades et conduit aux dernières défaites. Mais j'en voudrais venir et m'en tenir à des considérations moins générales, au niveau d'une vie quotidienne menée au voisinage de la mort. Autant cette idée de la mort, ce sentiment de vivre dans un monde autre, et précisément autre à cause de ce voisinage solennel, autant il eût été funeste si, tournant à l'obsession, ils avaient déclenché les délires de l'imagination, autant il importait de n'en pas être distrait. Un cardiaque menacé d'une embolie foudroyante et qui le sait, s'il se laissait ainsi obséder, deviendrait fou ou se suiciderait. Mais il se soigne et ses chances avec lui. Même dans les périodes d'accalmie, la mort violente continuait de rôder. Mais il arrivait aussi qu'on pût la sentir approcher et de la sorte déjouer ses embuscades. Je n'entreprendrai pas d'argumenter pour soutenir une opinion. Cet essai n'est pas une thèse. Qu'il me suffise de rapporter les faits. Le 9 septembre 1914, ma section occupait une tranchée sur le plateau de la Vaumarie. Dans le but d'échapper aux vues des avions d'observation au Taube, nous avions creusé cette tranchée le long d'une forte haie d'épines. Vers minuit, nous étions attaqués par des effectifs considérables. Nous nous croyions couverts, à droite et à gauche, par 2 éléments de tranchée qu'occupait une autre compagnie du régiment. Or, à l'instant où nous aperçûmes tout à coup, à la lueur des éclairs d'un orage qui éclatait, des silhouettes qui fonçaient sur nous, distinctes sur le ciel jusqu'aux pointes de leurs casques, le champ de tir qui nous était donné n'excédait guère une trentaine de mètres. L'effet de surprise avait joué, intégral et sidérant. Comment aurions-nous su que nos camarades avancés avaient été surpris avant nous et presque tous, hors quelques prisonniers, massacrés à l'arme blanche ? Depuis des jours privés de ravitaillement, fourbus par la retraite et par les récentes empoignades, ils venaient de trouver dans les caves, les poulaillers et les clapiers de leurs villages abandonnés l'occasion et la substance d'une opulence galimafrée. Assommés par un sommeil lourd et saignés par des chourineurs. Je commandais un feu à répétition qui balaya la pente devant nous. Un vide venait de se creuser dans les rangs serrés des assaillants. Mais déjà, il refluait, tournait de part et d'autre notre tranchée discontinue. Je criai l'ordre de rallier d'autres tranchées qui nous flanquaient un peu en arrière et que tenaient des chasseurs à pied. Il était temps, à peine temps, presque une question de secondes. Je poussai quelques hommes vers la haie, m'y engouffrai moi-même à travers les épines en protégeant mon visage de mes bras. Ceux qui prirent le même parti en furent quittes avec quelques égratignures. D'autres, qui coururent le long de la tranchée pour trouver une issue dégagée, reçurent avant de la trouver des baïonnettes allemandes dans le dos. Un autre fait. 6 mois plus tard, devenu entre-temps commandant de compagnie, je reçus mission de reconnaître et d'assurer une liaison dans le ravin des Éparges avec l'autre régiment de la brigade. Ce régiment devait attaquer le jour même un des saillants de la crête trop fameuse où les Allemands s'étaient maintenus. Je trouvai sans peine le bataillon que je cherchais, établit la liaison demandée avec son commandant. Les hommes, déjà, étaient en tenue d'assaut sans sac, baïonnettes au canon, tous debout et serrés dans un pli de terrain. Tous ceux qui parlaient entre eux à mi-voix et ceux qui se taisaient, avec cette expression du visage que nous avions appris à respecter. Il s'agissait maintenant de regagner nos propres lignes. 2 de mes chefs de section m'accompagnaient, 2 adjudants.
J'entrepris de gravir la contrepente qui nous mènerait par le plus court vers nos cheminements familiers. Cependant, j'ouvrais bien les yeux. Nous avions, à l'automne, pris les lignes dans ce ravin. Les souvenirs affluaient et pourtant j'avais peine à reconnaître ce sinistre endroit. Sinistre, il l'était resté malgré le soleil d'avant-printemps. La même boue sagneuse, verdâtre, le même pénible sentiment d'être épié et menacé. Encore plus que par le passé, car les bombardements de février avaient taché les derniers arbres, ménagés de toutes parts de traîtresses et louches éclaircies. Je me retournais souvent. Je cherchais du regard derrière nous quelque assaillant, quelque bourrelet de terre remué, la tache sombre d'un bouclier d'acier. Nous montions un pas après l'autre. Le sentiment de menace qui m'oppressait et qui n'avait cessé de croître devint soudain si vif que je dus m'arrêter comme si une main m'avait touché l'épaule. Il me suffit de lever les yeux. Tout près, au milieu de la sente, un téléphoniste achevait de mourir, la tête cassée par une balle, sa bobine de fil à demi déroulée dans la boue. Je n'eus qu'à le montrer du doigt. La lueur de gratitude qui passa dans les yeux de mes compagnons est un de mes bons souvenirs. Je pourrais rapporter d'autres faits. Tous concouraient à mettre en valeur le rôle de l'observation, de la vigilance attentive, de l'intelligence qui déduit. Elle peut être une défense en même temps qu'elle est un refus, mais une certaine intelligence où tout l'être charnel est parti avec le cerveau. Le matin même du jour où je devais tomber, je fus chargé encore d'une mission de liaison. Je commandais la compagnie de gauche de notre dispositif en contact avec la compagnie de droite d'un autre régiment. Avant de placer mes sections, je partis pour reconnaître. Il était 7 heures du matin. J'étais seul. La hêtraie où j'allais d'un bon pas n'avait point trop souffert. Beaucoup de très beaux arbres y étaient restés debout. Le printemps étalait à travers leurs ramures des nappes de feuillottes tendres que le soleil montant illuminait. J'atteignis bientôt une clairière. De place en place, des abris enterrés soulevaient un ras de feuilles mortes, l'orechine de rondins et de pierrailles. Tous étaient abandonnés. Les Allemands, la veille, avaient pris pied dans nos premières lignes. Au repos, à Dieu-sur-Meuse, nous avions été alertés dès le soir. Nous allions avoir à couvrir, sans tranchée, sans réseau, une seconde ligne inorganisée que des équipes de travailleurs essaieraient de renforcer. La mission de sacrifice type. La solitude était saisissante, le silence extraordinaire. Pas un coup de fusil, pas même, si loin que ce fût, la pulsation d'un coup de canon. Je n'entendis que mieux le départ d'une salve d'obus droit devant moi, et aussitôt stridente et tendue les trajectoires. Y fallut-il plus d'une seconde ? Entrevoir une entrée d'abri, y bondir, m'y engouffrer, et 3 obus de 150 éclataient, crachaient leurs gerbes d'éclats à quelques mètres de l'abri. Quelle précision ! J'avais beau jeu à le constater. J'étais sauvé, content de moi, de mes réflexes et de leur promptitude. Mais je songeais que si j'étais passé au même endroit, au même instant, à la tête de ma compagnie, l'abri ne m'eût servi de rien et la mort m'eût désigné. C'est ce qui allait m'arriver, et le jour même. Juste l'affaire de quelques heures. Je m'en doutais raisonnablement. Je me laissais, bien sûr, la petite chance qui veille toujours au fond des résignations les plus sincèrement consenties. Mais toute mon expérience de guerrier amenuisait cette menue flamme, me conduisait cette fois vers les ultimes recours, le sentiment de responsabilité, le sang-froid nécessaire et l'action. Cette expérience alors n'était pas mince, les occasions s'étant multipliées de la nourrir et de la fermir. J'avais atteint sur la colline des Éparges des degrés plus ardus encore et de loin que ceux de mes premières épreuves. Au-delà, c'était l'abîme. Je savais donc les façons qu'a la mort de banaliser ses atteintes, de semer les cadavres et de les transformer, peu à peu, en objets ordinaires démystifiés de leur propre visage. Des regards qui avaient croisé les nôtres, des voix que nous avions entendues. Alors l'homme dans la bataille parvient à un état étrange, presque second, où persiste son pouvoir de sentir sa lucidité, son jugement, où le sentiment de sa personnalité ne souffre point d'altération, mais tout cela décalé comme d'un bloc,
jeter insidieusement dans un océan de fatalisme, une marée d'indifférence qui sera désespérante si elle n'était à ce point secourable. Que cède cette indifférence? Elle ne laissera point place à la peur, mais au dégoût. Jamais sans doute n'ai-je été plus lucide qu'en ces instants où le paroxysme du vacarme, l'acharnement monstrueux des obus sur une mince colline de glaise jaune, calcinée, inexplicablement bourrée d'hommes vivants, d'hommes blessés pêle-mêle et de morts, m'ont semblé se détacher de moi, spectateur à la fin stupéfait devant tant de laideur, de grotesque et d'absurdité.